merci d'être venu vous réinstaller en plénière. Et je suis vraiment très honorée et ravie d'accueillir Jean-Marc Huard, directeur de la Direction générale de l'enseignement scolaire, qui a répondu vraiment très sympathiquement à l'invitation qui lui a été faite de venir au CLIC. Et pour nous, c'est quelque chose qui est très important, puisqu'encore une fois, l'association est évidemment une association en dehors de l'éducation nationale par définition, mais on a toujours souhaité avoir ce positionnement qui n'est pas en antagonisme, mais qui au contraire contresens de tout contre, c'est-à-dire avec. C'est-à-dire, nous sommes un tiers. Notre but n'est pas de nous opposer, mais au contraire de contribuer à la modernisation de l'éducation. Et nous estimons que nous avons des rôles différents à jouer. Et donc ça nous paraissait tout à fait pertinent, d'autant plus que, je le rappelle, la DGESCO a soutenu le développement de l'association en 2016 et en 2017. Donc nous sommes vraiment très reconnaissants, puisque évidemment une association c'est fragile, surtout quand ça démarre, et ça a besoin d'aide pour qu'encore une fois on puisse organiser des rendez-vous comme celui-ci. Je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps, je pense que ça me paraît plus intéressant qu'on écoute Monsieur Huard, et je vous laisse la parole et je vous remercie une nouvelle fois. Présidente de votre invitation. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais vraiment vous saluer, saluer chacun et chacune d'entre vous, saluer l'ensemble des professeurs, inspecteurs, personnels de direction, partenaires extérieurs, universitaires présents dans la salle, à la fois de France, à la fois d'Espagne, d'Italie, de Belgique, de Maroc, de Tunisie. Alors quand on commence à lister, on a toujours la crainte d'oublier quelqu'un, donc si j'ai oublié un pays, j'en suis désolé. Mais ça montre effectivement tout l'intérêt des travaux que l'association mène, et je dirais que dans le cadre des difficultés de transport qu'il y a eu ces derniers jours jusqu'à hier, et dans le cadre aussi de l'organisation, je me sens un petit peu responsable du diplôme national du brevet qui a pu retenir certains des participants pour les activités de surveillance et de correction. Tout s'est bien passé ce matin, c'est une information que je vous donne. Voilà, c'est vraiment extrêmement positif de voir la mobilisation qui est la vôtre. Alors, vous allez avoir tout au long de ces 3 jours des ateliers, de la réflexion, des conférences de haut niveau. Je pense à la conférence de Franck Ramu cet après-midi et puis à l'intervention de Cédric Villani. Moi, je me place sur un plan qui est un plan inévitablement différent, qui est celui d'un responsable du responsable de la Direction générale de l'enseignement scolaire qui est chargé de mettre en œuvre, de mettre en musique, comme je le dis parfois, la politique du ministre de l'Éducation nationale. Et ce que je voulais simplement vous dire, c'est quelques éléments un petit peu de réflexion, quelques éléments d'actualité en quelque sorte sur là où nous en sommes et comment nous regardons en quelque sorte l'action qui est la vôtre et les initiatives qui sont prises dans le cadre de l'association, mais surtout sur le terrain, dans les classes, dans les établissements, dans les écoles. Alors je crois que la classe inversée, elle est représentative d'un certain nombre de bouleversements, et des bouleversements bien sûr amenés par le numérique dans le domaine de l'enseignement. Le numérique, il a bouleversé, il bouleverse encore, et il bouleversera d'autant plus dans le futur les formes scolaires traditionnelles, formes dans lesquelles le professeur délivre aux élèves un apprentissage dans une salle de classe pendant une heure de cours. Ce qui me paraît extrêmement important dans la dynamique de la classe inversée, et plus largement dans le numérique, c'est que les pratiques viennent remettre en cause, viennent abolir, viennent modifier, viennent bouleverser à la fois l'unité de temps du
cours, mais aussi l'unité de lieu et également l'unité d'action. Alors l'unité de temps d'abord, puisque l'apprentissage se fait en partie à distance, de manière numérique. Chaque élève peut aller à son rythme et on voit toujours, on voit tout de suite l'intérêt de l'individualisation aussi du rythme d'apprentissage, qui est quelque chose auquel nous tenons particulièrement. Chaque élève peut recommencer également un apprentissage qu'il n'aurait pas complètement acquis. Il peut aussi prendre de l'avance s'il en a la curiosité, l'envie ou les capacités. Donc on est vraiment dans le cadre d'une pédagogie qui est différenciée, et d'une pédagogie que nous appelons bien sûr de nos voeux, qui est adaptée aux besoins de chacun des élèves. Le dispositif, il rompt aussi l'unité de lieu. L'unité de lieu, c'est la classe, la salle de classe, comme lieu du savoir, de l'apprentissage, et donc finalement le lieu du savoir, de l'apprentissage, de l'accompagnement ne sont plus totalement fusionnés. L'élève apprend depuis chez lui, il peut apprendre dans le cadre des CDI, il peut apprendre dans le cadre de la classe quand l'équipement est nécessaire, et donc cela permet, au-delà de l'individualisation dans l'acte pédagogique dont je parlais il y a un instant, d'encourager les élèves également à favoriser leur propre autonomie dans les apprentissages, et puis apprendre à son rythme, trouver ces méthodes, c'est aussi un élément tout à fait important. Les élèves peuvent à tout moment poser des questions à leurs professeurs et aux autres élèves pendant le temps de l'école, où là on retrouve une forme d'unité de temps et l'unité de lieu. L'unité d'action, enfin, je pense qu'il y a tout un tas d'autres éléments, mais unité d'action, car l'alternance habituelle entre le temps d'apprentissage et le temps des exercices, le temps de l'application est bouleversée. Les activités pédagogiques en présence de l'enseignant sont totalement modifiés. Les moments de mise en pratique sont beaucoup plus présents, les moments de dialogue, les moments de travail en groupe, les moments d'interaction. Il y a dans tout cela la question aussi de l'horizontalité du rapport entre l'enseignant et l'élève. Il y a l'individualisation des savoirs, mais il y a aussi la généralisation de l'action, puisque l'unité d'action effectivement est bouleversée, mais chaque élève est inévitablement en action. La classe inversée, de mon point de vue, du point de vue de la direction générale, rassemble donc plusieurs pédagogies, la pédagogie active, la différenciation, l'auto-apprentissage, l'apprentissage par les pairs. Elle crée une relation différente entre les élèves, elle crée une relation différente entre le professeur et chacun des élèves. L'entrée du numérique dans nos vies, dans nos écoles, modifie donc profondément le rapport à l'apprentissage. Le ministère de l'Éducation nationale, la Direction générale de l'enseignement scolaire, en lien étroit avec la direction du numérique éducatif, en lien étroit également, je sais que Canopé est un de vos partenaires, avec Canopé, en lien étroit avec le CNED également, eh bien, l'Éducation nationale s'empare de ces outils pour accompagner les enseignants et les personnels d'encadrement. Nous avons un certain nombre de ressources qui sont présentes par exemple sur le portail EduScol. Nous avons également un grand nombre de ressources sur la plateforme Magistère avec la mise en œuvre d'un nombre croissant de MOOC. Au sein de la classe, je crois, le numérique est aussi au cœur des réformes que nous mettons en œuvre. Le numérique propose des outils efficaces pour faciliter les apprentissages. Faciliter les apprentissages dans et en dehors de la classe, je l'ai dit à propos de la classe inversée, mais par exemple le dispositif Devoir fait que le ministre a souhaité être mis en œuvre dans l'ensemble des collèges depuis un an maintenant, depuis plus exactement les vacances d'automne de l'année dernière, est aussi
un dispositif tout à fait important pour mettre en place des dispositifs innovants et notamment des dispositifs autour du numérique. En effet, le dispositif de voir fait, au-delà, je dirais, de la mesure en elle-même qui permet de corriger les inégalités devant, et je crois qu'il n'y a aucune plus grande, enfin il n'y a pas de plus grande inégalité que l'inégalité devant l'exercice que l'on a à faire à la maison quand on peut ou pas être aidé, mais le dispositif de voir fait est aussi un dispositif qui permet d'avoir une réflexion pédagogique extrêmement importante sur le travail personnel de l'élève. Et je crois que dans ce travail personnel de l'élève, l'usage du numérique et l'ensemble des dispositifs que vous soutenez dans l'association sont de nature à trouver toute leur place et peuvent justement dans les collèges trouver un levier tout à fait fondamental dans le dispositif de voir fait. Le numérique encore, et je ne vais pas vous lister parce qu'on approche de la fin de la matinée, mais l'ensemble des initiatives que nous prenons dans le cadre de la réforme du baccalauréat, du lycée d'enseignement général et technologique et du lycée professionnel, le numérique a toute sa place. Il a toute sa place au travers des tests de positionnement que nous mettons en œuvre avec la DEP au sein du ministère dès la rentrée 2018 en seconde professionnelle et en seconde générale et technologique, et avec aussi la construction d'outils qui, à partir de ces tests de positionnement, doivent permettre de proposer aussi un accompagnement personnalisé et plus personnalisé des élèves. Mais c'est aussi au travers, vous le savez, des enseignements dans le cadre de la réforme du lycée, puisque en classe de seconde, un enseignement de sciences numériques et technologies va voir le jour à la rentrée 2019, de même qu'un enseignement de spécialité autour des sciences numériques verra le jour également à partir de la rentrée 2019 en classe de première, puis à la rentrée 2009 en classe de terminale. Le lycée professionnel n'est évidemment pas en reste dans cette évolution. Nous avons des dispositifs tout à fait innovants autour du numérique que nous travaillons avec la direction du numérique éducatif pour mettre en œuvre dans les lycées professionnels une pédagogie innovante basée par exemple sur de la simulation de gestes professionnels. Vous savez, un peu comme la simulation, les simulateurs de vol quand on apprend à piloter. Et puis vous savez que par exemple des domaines comme la médecine, la chirurgie ont depuis très longtemps utilisé le numérique, ce qui est rassurant en matière de chirurgie, comme étant des outils d'accompagnement. Donc l'outil numérique apporte une nouvelle organisation de l'apprentissage, une nouvelle organisation du rapport entre l'élève et l'enseignant, et il est absolument nécessaire, mais je sais que dans la salle vous êtes tous convaincus, que la communauté éducative s'en empare. Ça a une incidence extrêmement forte dans la conception des politiques éducatives. Parce que nous ne pouvons pas durablement, et je pense vous l'avoir montré dans ce que je vous ai indiqué à l'instant sur le lycée, par exemple, nous ne pouvons plus considérer que l'on conçoit une politique éducative, une réforme, une évolution des structures éducatives, et se dire ensuite, ah tiens, au fait, comment on va intégrer les outils numériques à cela. On doit absolument, dès le départ, dès la conception, et c'est véritablement le sens du travail et de la réflexion que je souhaite que mes équipes mènent à la direction générale de l'enseignement scolaire, en lien encore une fois avec la direction du numérique éducatif, faire en sorte que le numérique soit pensé au départ comme une donnée et non pas comme quelque chose en plus. Et le travail que vous menez contribue à l'évolution, à ces évolutions, et contribue à cette réflexion. Il est nécessaire donc que l'ensemble de la communauté éducative s'empare de cela pour accompagner chaque élève, je le disais, mais aussi pour donner les clés à chaque élève. La classe inversée renvoie aux mêmes problématiques que le travail personnel de l'élève en général. Un accompagnement inégal des familles, une motivation qui peut être difficile pour des élèves qui se sentent plus éloignés du système scolaire, et c'est pourquoi, dans l'ensemble de ces dispositifs,
et dans le cadre aussi de la classe inversée, malgré la remise en cause complète de l'unité de lieu, de l'unité de temps, de l'unité d'action, le lieu de l'école et l'accompagnement dans l'école et l'accompagnement par les professeurs est absolument essentiel. Le numérique ouvre aux élèves un monde dans lequel ils ont besoin de guides pour se repérer, mais aussi pour se protéger. Le numérique, c'est un espace qu'on pourrait qualifier d'infini de savoir, mais c'est aussi un lieu où se propagent les fausses informations, voire des thèses complotistes. Et donc c'est un outil qui, quelqueusement utilisé à mauvais escient, peut amener l'élève vers des lieux où il ne devrait pas aller. Et j'embarque là-dedans la question du cyberharcèlement également. Et donc le numérique, il nous oblige non seulement à repenser l'acte pédagogique, mais il nous oblige aussi à repenser les questions d'éthique, les questions d'accompagnement, les questions de protection. Les enseignants restent donc les éléments, enfin les pivots essentiels pour permettre à chaque élève de comprendre cette réalité, pour permettre à chaque élève de penser par lui-même, et plus encore la communauté éducative dans son ensemble doit mener un travail quotidien pour lutter contre toutes les dérives. La révolution numérique, elle nécessite donc des évolutions durables qui sont à la fois matérielles et intellectuelles. Matérielles, parce qu'évidemment, il faut avoir des équipements. Et on revient à la question que j'évoquais à l'instant, qui est celle des inégalités. Ça oblige à des équipements également dans les établissements scolaires. Ça oblige aussi un renouvellement. Et je tiens à saluer de ce point de vue-là le rôle des collectivités territoriales, que ce soit les municipalités, que ce soit les départements ou les régions, qui suivent de manière très positive le nécessaire renouvellement accéléré des équipements. Et des évolutions intellectuelles aussi, et je pense que Franck Ramu et Cédric Villani iront très loin sur ces questions, car le numérique conduit à apprendre et à réfléchir différemment, mais à considérer également la réflexion de l'enfant de manière différente, et donc nous pose des questions importantes, des questions éthiques, des questions de positionnement sur le rôle, la place, la nouvelle place de l'école face à Internet, face à un lieu où tous les savoirs sont disponibles immédiatement, comment guider les élèves, comment les accompagner et encore une fois comment les protéger. Nous avons donc conscience d'une chose: la classe inversée, le numérique dans son ensemble sont des évolutions qu'il faut absolument soutenir et accompagner, qui ne remplacent pas, qui modifient, qui rend encore plus exigeante la présence de l'enseignant et de l'ensemble de la communauté éducative. Les défis de demain pour faire réussir tous les élèves passent donc par le foisonnement des idées, par des échanges fructueux, passent aussi par une réflexion très intellectuelle, très éthique, pour que l'action soit véritablement une action d'accompagnement. Et donc pour conclure, je voudrais vous remercier vraiment de votre accueil, de votre invitation. Je voudrais vous remercier toutes et tous pour votre mobilisation quotidienne, pour faire émerger ces nouvelles idées, pour être innovants, pour être les moteurs également de l'innovation. La classe inversée, votre association, a favorisé la création d'un véritable réseau d'enseignants organisés en communauté qui échangent sur leurs pratiques, et c'est le cas dans ces 3 jours. On est vraiment plus que dans le cadre d'une méthode spécifique ou d'une méthode particulière. On est véritablement dans un état d'esprit que chaque enseignant peut, s'il le souhaite, s'approprier pour l'adapter aux réalités de sa classe. C'est un effort de souplesse, d'adaptation, d'écoute que nous avons soutenu les années précédentes et que nous continuerons à soutenir. Je vous remercie.